Tu regardes ton compte de courtier, t'es dans le rouge partout, et dès que tu allumes ta télé, c'est plus ou moins la fin du monde. En fait, les fondamentaux sont les mêmes. Sont les mêmes. Pour moi, que tu aies 500 € ou 5 millions à investir, c'est grosso modo la même chose, parce qu'en fait, un investisseur, il a toujours le même objectif, c'est maximiser son couple risque-rendement. C'est bien de gagner du 6% par an, mais quand tu perds 50% en 2 ans, tu es toujours en négatif. Ok, clairement. C'est vrai. Le calcul est vite fait. Ouais. Enfin, en France, on a vraiment un expert pour chaque type d'enveloppe. Moi, je connais des gens qui proposent que des assurances vie ou que des PER. Ça paraît un peu bizarre parce que tu peux pas proposer un PER à tout le monde, tu peux pas proposer une assurance vie à tout le monde. Dans un monde où on pense qu'il va y avoir une crise de l'endettement des États, comment est-ce que nous, en tant que particuliers, on se protège ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous savez, sur cette chaîne, on parle d'argent, d'investissement et d'épargne, donc un peu tout ce qui touche à l'éducation financière en général. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Christophe. Bienvenue. Salut, Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, très sympa. Il a fait un long voyage depuis la Belgique. Ça va, c'était rapide. Mais ce que je te propose, qu'on a l'habitude de faire un peu en démarrant la plupart des podcasts qu'on fait, c'est de te présenter, de rappeler un petit peu ton parcours, en tout cas ce que tu estimes important dans la discussion qu'on peut avoir après, et peut-être accentuer un peu plus ton point de démarrage. Comment est-ce que tu es rentré toi dans ce milieu-là de l'investissement, de l'épargne, à titre personnel ou professionnel ? Donc ça va falloir à ton parcours, mais voilà, assister un peu sur comment est-ce que tu es rentré, comment est-ce que tu as accroché à cet univers. Ok, je m'appelle Christophe, comme vous le savez. En fait, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Éducation Finance. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par la finance et le commerce de manière générale, l'économie. Donc ça a commencé très jeune, l'intérêt pour le sujet. Et puis après, j'ai fait des études d'économie, j'ai fait un master en finance en Belgique. Et puis après, j'ai travaillé en banque privée pendant 10 ans. Donc en fait, j'ai toujours baigné dans le milieu de la finance. Ouais. Je me souviens qu'enfant, je regardais même les dernières pages du journal avec les cours de bourse, je comprenais absolument rien. Mais c'est pas grave, je regardais et j'essayais de comprendre les différences des sociétés, les évolutions de prix. Bon, ça faisait pas beaucoup de sens, mais en tout cas, j'étais déjà attiré. Et après, j'ai juste continué dans cette direction-là jusqu'à aujourd'hui, avoir une chaîne YouTube sur les placements en bourse, que ce soit actions, obligations, métaux, un petit peu de crypto de temps en temps aussi. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu ça, mon quotidien professionnel, c'est les placements sur les marchés, quoi. Okay. Et j'ai juste une petite question, c'est quoi le déclic et pourquoi en fait tu as voulu accompagner des gens ? Est-ce que c'est un désir ? Pourquoi tu t'es dit voilà, je travaille en banque privée mais j'ai envie d'accompagner des gens et en étant à ton compte ? En fait, au tout début, c'est venu parce que quand je regardais sur les réseaux les échanges qui se faisaient sur des forums ou même sur des sites internet ou par la presse financière, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes, qui étaient transmises comme information. Et en fait, on se rend vite compte que si on fait des commentaires et qu'on réagit en commentaire, en fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan et que tout ça passe un petit peu inaperçu. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, je voulais faire autre chose, être plus libre dans ce que je faisais comme activité professionnelle. Et donc, je me suis dit, je peux créer un blog pour partager mes connaissances en finance et sur les placements en bourse. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé. C'est dans une idée, évidemment, d'accompagner et d'aider les gens, mais via, dans un premier temps, en tout cas, la correction de choses qui ne sont pas correctes, à mon sens, qui se disent sur Internet, et il y a quand même pas mal de travail. Donc, j'ai commencé là-dessus, c'était un petit peu ça le moteur au début, puis j'ai commencé un blog, educationfinance.eu. Je faisais des articles écrits qui sont toujours disponibles sur le site. Et puis, ça fait maintenant 2-3 ans où vraiment je suis plus focalisé sur YouTube et la création de vidéos sur des sujets vraiment liés au placement en bourse, dans la grande majorité des cas. Et donc, je parle pas mal d'ETF, de gestion passive, d'actions, d'obligations, de portefeuille au sens large. J'ai fait une vidéo une fois sur l'immobilier, mais c'est pas ton cœur de métier. C'est pas le cœur de la chaîne. Et j'ai bientôt une vidéo sur les cryptos, donc je varie un petit peu, mais mon cœur d'activité, c'est vraiment la bourse et les placements. Okay. Et juste j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Il y a des choses qui te dérangeaient dans ce qui était dit sur Internet. Est-ce que tu aurais 2-3 exemples parce que ça peut aussi aider. Voilà, qu'est-ce que c'est les choses pour toi les plus importantes qui étaient fausses, que tu avais envie de débunker dans ce que tu disais ? En fait, il y en a plein. Honnêtement, il y en a vraiment plein.
Il y a des choses qui sont transmises par conflit d'intérêts, donc qui viennent en fait de l'industrie financière qui a certains intérêts et qui du coup va proposer certaines solutions de placement qui en fait, en prétendant par exemple que c'est bon pour tout le monde alors qu'en fait c'est bon pour un certain profil. Ça peut être des produits dans l'ensemble qui pour moi n'ont pas de valeur ajoutée, comme les produits structurés par exemple. Et puis ça peut être du côté particulier sur les réseaux, c'est soit un manque de connaissances ou de formation, soit des biais, par exemple tout ce qui est gestion active. Gestion active, c'est assez sympa, c'est assez gai, on choisit ses actions, on choisit quand on les achète, quand on les vend, on peut suivre les actualités et tout ça, mais toutes les études du monde démontrent que la majorité des gens qui le font sous-performent. Et en fait, on voit souvent sur les réseaux, quand on discute avec des gens qui aiment faire de la gestion active, ils n'abandonnent pas l'idée en fait qu'en faisant ça, leur plus grande probabilité, c'est de sous-performer. Donc en fait, plutôt que d'avoir un discours qui me paraîtrait être plus équilibré, de dire bon, c'est vrai que les études ne sont pas ultra favorables, mais comme je vais bien me former, comme je vais passer du temps dessus, comme je considère que ça va m'apporter en termes de connaissances, en termes d'expérience, peut-être rencontrer des gens en faisant de la gestion active, eh bien j'estime que globalement ça a de l'intérêt pour moi et donc j'y vais et je sais que j'ai une petite chance de surperformer, donc j'y vais pour ça. Mais en admettant, si vous voulez, que les probabilités sont contre eux. Sauf que généralement, ils ne le font pas. Ils vont vous dire non, regarde Warren Buffett, regarde Peter Lynch, regarde William Higgins, regarde, etc. Et en fait, ces gens existent, ces gens surperforment ou ont surperformé, mais ça reste des minorités. Et donc, en fait, généralement, ils occultent un petit peu la probabilité de sous-performance. Donc ce genre de choses-là, et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé en fait. Moi j'ai fait quelques investissements en bourse par moi-même en sortant de l'université, et j'ai aussi commis des erreurs. Franchement j'en ai commis vraiment. Comme tout le monde. Exactement. Donc même en étant formé en finance, on commet vraiment des erreurs. Je pense qu'on n'est pas vraiment tellement bien formé en fait à investir par soi-même. Et du coup, par exemple, typiquement, je pensais que comme j'ai fait de la finance, je sais valoriser une entreprise, c'est un sujet super intéressant en finance. Je me suis dit, je vais prendre les comptes de Solvay, pour les sociétés belges, Solvay, Proximus, Total, et je vais regarder les chiffres et je vais valoriser la société. Si elle est sous-valorisée en bourse, j'achète. Si elle est survalorisée, j'y touche pas. Donc ça, c'était un petit peu l'idée de départ. Et puis, ça n'a pas été très positif. Donc en fait, j'ai appris moi-même aussi que le stock picking, donc le choix d'actions individuelles, et la croyance que je suis capable de mieux investir que les autres, en fait, c'est plutôt un leurre. Il faut jamais oublier que la bourse, en fait, c'est ultra concurrentiel. Et donc, il faut être soit extrêmement costaud et préparé, soit je pense qu'objectivement, on a très très peu de chances de surperformer. Ou alors, il faut compter sur la chance, mais on peut faire d'autres choses pour mais du coup, pour toi, la vraie différence entre donc, ce que tu as connu dans ce milieu professionnel de l'investissement et la façon d'investir en tant que particulier, pour toi, la vraie différence, c'est ce côté où, en fait, tu n'as pas le même prisme. En fait, tu ne regardes pas le monde de la finance de la même manière. Et comme tu investis, toi, à ton propre compte pour tes objectifs perso, tu n'as pas les mêmes objectifs et la même façon de réfléchir qu'un professionnel. Oui, d'office, c'est différent par nature. Et après, ça dépend des montants en jeu aussi. Généralement, si tu as 2000 €, tu t'en fous un peu. Tu vas tester, tu vas tenter un truc, tu vas peut-être concentrer plus. Quand tu as des sommes plus importantes, tu vas avoir tendance à te professionnaliser, être un peu plus sérieux dans ton approche. Et ça va passer par de la diversification notamment au sein des actions que tu achètes, mais aussi sur d'autres classes d'actifs. Et donc, tu vas vraiment rentrer dans une dynamique de gestion de portefeuille, alors qu'un particulier, encore plus quand les montants sont faibles, peut tout à fait aller sur j'achète 3 actions et je mets tout dessus. Donc, en fait, c'est plus ça qui va changer, je pense. Les montants jouent quand même beaucoup, parce que psychologiquement, c'est pas la même chose. En fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'en soi, il y a des fondamentaux en économie, en investissement, où on pourrait se dire c'est valable que j'ai 500 millions à gérer ou que j'ai 100 € à gérer. Complètement.
En fait, les fondamentaux sont les mêmes. Sont les mêmes. Sont les mêmes. Pour moi, que tu aies 500 € ou 5 millions à investir, je ferais grosso modo la même chose. Exactement. Ok. Je ferais grosso modo la même chose parce qu'en fait, Peut-être juste. Un investisseur, il a toujours le même objectif, c'est maximiser son couple risque-rendement. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir comme meilleur rendement compte tenu d'un risque qui est supportable par moi-même, donc en fonction de son profil d'investisseur. Donc chacun a le même objectif. Seule chose, c'est que si tu as vraiment des sommes importantes, certaines classes d'actifs vont te devenir accessibles, on va te proposer des choses, il va se passer des choses un petit peu différentes. Mais est-ce que d'un point de vue théorique, financier, tu vas améliorer ton couple risque-rendement avec ces opportunités-là ou pas? Je ne suis pas sûr en fait. En fait, la différence réside dans l'outil et l'accessibilité. Parce que oui, les fondements sont les mêmes, mais c'est comment est-ce qu'on utilise ces fondements pour l'appliquer à nous. Et c'est là que ça peut être différent et que de suivre des stratégies de gens qui sont hyper connus, qui ont des fonds d'investissement hyper connus, qui ont surperformé, peut-être ne marcherait pas du coup pour monsieur tout le monde, même si on a l'impression de suivre les mêmes fondamentaux. Clairement. Le plus connu, c'est Warren Buffett. Ouais. Warren Buffett, il a une carrière extraordinaire. J'ai fait 1 ou 2 vidéos sur lui qui peuvent paraître avoir un ton négatif, mais en fait, ce n'était pas le cas. J'essayais juste de démontrer, en fait, d'objectiver sa performance, sa réalité à lui, parce qu'il est systématiquement montré en exemple comme effectivement quelqu'un qui est réplicable. C'est-à-dire qu'il a une approche value, il faut regarder les fondamentaux, essayer d'avoir une marge de sécurité dans l'investissement, etc. Sauf que déjà, c'est plus facile à dire qu'à faire. Clairement. Déjà. Et surtout, je pense qu'il a aussi plus d'informations que peut-être certaines personnes. Il y a ça, et en fait, il y a plein de différences. Il y a des équipes autour. Voilà. Ils ont... Et puis, il y a un talent. Je pense qu'à un moment donné, il y a un talent. C'est un peu comme si on dit qu'en foot, Messi n'a pas plus de talent qu'un autre. Si, il est juste doué et il est capable de faire des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. C'est juste comme ça. J'ai une petite question parce que tu parles beaucoup de gestion passive et j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail. Est-ce que quand tu dis gestion passive, c'est zéro mouvement de ton portefeuille jusqu'à la fin, ou c'est quand même 1-2 mouvements peut-être à des moments, enfin voilà, j'aimerais bien affiner un peu ça parce que du coup nous on est un peu plus partisans du fait que la gestion passive c'est intéressant, mais peut-être qu'à des moments il faut faire quelques mouvements mais pas court terme, vraiment sur du long terme, donc je veux savoir un peu ton avis là-dessus. C'est une question très intéressante parce que je me la suis posée récemment et en fait je pense qu'effectivement la vraie gestion passive, c'est plusieurs choses en fait. C'est déjà, au moment où tu construis ton portefeuille, tu dois éviter les biais. On prend un exemple grossi. Si ton portefeuille c'est 80% d'actions américaines, pour moi c'est déjà plus de la gestion passive. Parce que déjà tu as fait un choix de gestion active. Je mise particulièrement sur le marché américain parce que j'y crois. Donc déjà rien que dans la construction, même si après tu n'y touches plus jamais, tu es déjà pour moi dans de la gestion active. Ok. Déjà la construction. Donc à la construction, tu dois construire un portefeuille qui est sans biais, pas forcément facile puisqu'on en a tous. C'est pas forcément facile, ouais. Il faut se forcer en tout cas à faire la réflexion de dire ok, je retire un maximum de biais. Tu construis le portefeuille qui te paraît être le mieux diversifié, le mieux préparé pour faire face à toutes les phases de marché. Et après, une fois que tu l'as construit, moi je pense qu'un vrai portefeuille passif, tu n'y touches jamais jusqu'à l'échéance de tes placements. Sauf à faire ce qu'on appelle un rebalancing. Exactement, ok. Mais qui du coup n'est pas du tout dans une logique de gestion active. Au contraire, c'est dire non, je veux revenir à ce que j'avais au tout début, des proportions d'actions, obligations, métaux précieux, crypto ou autres, qui étaient conformes à mon profil de risque que j'avais établi au début. Et donc, ce n'est pas de la gestion active, ce sont des transactions, mais qui dans leur logique, sont au contraire de pouvoir rester passif le plus longtemps possible, parce qu'en fait, quand on parle de profil de risque, quand un particulier va voir un banquier et dit « tiens, j'ai de l'argent à investir », le banquier va lui poser des questions pour établir son profil d'investisseur. Donc en gros, combien êtes-vous prêt à supporter comme perte, comment vous sentiriez-vous si votre portefeuille perdait 40%, etc. Et en fait, une fois qu'on établit ça, on établit quelle est la perte maximale que je suis capable de supporter en tant qu'investisseur en restant passif. Sous-entendu, si ça baisse plus que ça, je vais commencer à chipoter, à vendre et à craquer, quoi. Et donc on établit ça.
Et en fait, le portefeuille et les classes d'actifs qu'on a au sein du portefeuille doivent nous permettre de ne jamais vivre une baisse supérieure à ce qu'on avait établi dans notre profil d'investisseur. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui pourront, par exemple, jamais avoir un portefeuille 100% actions. Parce qu'un portefeuille 100% actions, c'est trop volatile pour eux. Oui. Et s'il y a un crash à moins 50 et qu'eux ne savent supporter que du moins 30, bah, par définition, ils vont craquer à moins 35, moins 32. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut rester passif. Donc, il y a les deux aspects à la création et après, effectivement, rester passif, ne pas toucher, sauf les rebalancing. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, tous les points que tu as énoncés, là, le biais, le fait de choisir un portefeuille qui est bon dans différentes macroéconomies, et ce que tu as énoncé là. Et j'aimerais bien en tout cas, je trouve ça intéressant d'aller peut-être un poil plus loin dans les notions. Et juste sur la dernière que tu disais, par exemple, le profil de risque, qui est essentiel pour se construire un portefeuille, être conscient que le portefeuille qu'on a risque de nous faire vivre tel ou tel mouvement ou tel sentiment. Mais ce que je trouve compliqué quand même, c'est quand tu as des personnes qui débutent en investissement, on a beau te faire des questions, comment tu te sentirais si ton portefeuille était à moins 50, tant que tu l'as jamais vécu, tu sais pas ce que c'est. Et comment est-ce que toi, tu vois le sujet? Parce que je trouve que tant que tu n'as pas expérimenté, je trouve que c'est vraiment quand même investir, c'est des leçons que tu tires de l'expérience. Il y a les cours, si je dirais, les leçons, mais en soi, une fois que la réalité sur le terrain est différente. Et de le vivre, c'est très différent, surtout quand c'est ton argent. Donc comment est-ce que même au travers de tes accompagnements, comment est-ce que tu abordes un peu cette notion d'apprendre à se connaître en tant qu'investisseur? Alors, tu as les questionnaires dont tu parlais, qui sont un petit peu standards et qui, tu peux dire effectivement, ok, mais est-ce que ça me parle tellement? Et puis, je dirais que déjà d'expérience, il y a une espèce de règle générale que moi je dirais, c'est que jusqu'à moins 30%, la plupart des gens, ça va. Ok. C'est ce que tu as l'habitude d'observer. Ouais, moins 30%, et même chez moi. Moi, j'observe que jusqu'à moins 30%, ça pique un peu, c'est pas agréable. Clairement. Mais tu te dis, ok, j'investissais pour le long terme, mon portefeuille est bon, il est bien construit, j'ai éventuellement d'autres classes d'actifs que les actions, ça s'équilibre un petit peu. Ouais, bien sûr. Jusqu'à moins 30, ça va. Mais à partir de moins 30, ça commence à craquer. Parce qu'en plus, il faut toujours s'imaginer que quand tu es à moins 30 ou moins 35, dans les actualités, tu n'as que du négatif. Hein. Ah oui. Donc tu peux encore perdre plus. Bah surtout ton stress, en fait. Ouais. Tu es dans une ambiance anxiogène. Clairement. Tu regardes ton compte de courtier, tu es dans le rouge partout. Et dès que tu allumes ta télé, c'est plus ou moins la fin du monde. C'est ce qu'on a vu dans la crise des subprimes, avec la crise grecque. Ouais. Mais même très récemment, avec les tarifs douaniers de Donald Trump qui ont fait baisser le S&P 500 de ont fait un gros V-bottom qui était impressionnant. 15%. 15%, on entendait partout à la télé que c'était la fin de l'Amérique, la fin le de dollar, la bourse, la fin de la retraite par capitalisation, c'est tout fou. ça. Ouais, et 3 semaines après, ça allait. Et 3 semaines. En fait, c'est souvent ça. D'ailleurs, c'est une bonne leçon à retenir souvent que dans le sang, il y a des bonnes opportunités. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais donc, il faut établir un petit peu ce nid. En fait, le vrai risque, si on parle de la notion de risque, c'est quoi le risque d'investir en action? C'est un peu la volatilité, parce que ça joue un peu sur ta psychologie, si tu vois que ça bouge beaucoup. Mais en fait, c'est surtout ce qu'on appelle en anglais le drawdown, qui est en fait la pire baisse que ton portefeuille ou ton actif peut, en théorie, expérimenter. Et on sait que lors d'un crash, par exemple la crise des subprimes en 2008, un indice boursier, S&P 500, CAC 40, c'est un peu la même chose, c'est moins 50, moins 55% dans une vraie grosse crise. Et en plus, là je pense que c'est quand tu parles de drawdown, c'est imaginons que j'ai acheté au top de ce crash des subprimes, j'ai à peu près 6 à 8 ans avant que mon portefeuille retouche cette target, d'où l'importance justement de ne pas être qu'en action. Enfin, si on n'est pas accessible, enfin on n'est pas adapté à ça. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu prends parce qu'il y a eu la crise d'Internet de 2000-2001, et en fait, si tu regardes le S&P 500, il a tapé le top en 2000, puis il a subi la crise, il est remonté à son top en 2008, plus ou moins au même niveau, en 2000. Donc tu te dis, j'ai récupéré, et là, tu as le 2008 qui commence. Ouais, donc c'est pour ça. Il y a une notion de temporalité qui est hyper importante, même dans le drawdown, comme tu disais, de prendre en compte. C'est que c'est pas que... Enfin, c'est ce qui se passe récemment, mais je pense que c'est exceptionnel, mais c'est pas parce que tu as une baisse de moins 15% et que 3 semaines après, c'est de retour au niveau de base.
il peut arriver, et puis on a déjà vu des périodes où des fois, pour le coup, oui, si tu as acheté haut, tu peux être à des moins 20% pendant plusieurs années. C'est possible. Ouais, mais ça, il faut être préparé aussi, parce que c'est pas que se dire j'ai subi moins 20%, j'accepte parce que c'est que moins 20% et je vois long terme. Quand ça commence à faire 5 ans, 6 ans que tu as à moins 20%, là, tu te poses d'autres questions. Je pense que le sentiment est différent. Là, ça gamberge clairement, parce que tu as tellement de temps pour réfléchir. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je devrais changer? Le paradigme a changé. Et Dieu sait qu'il y aura du contenu sur Internet pour te confirmer que le paradigme a changé. Même s'il n'a pas changé. Oui. Mais donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut se former pour moi. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne à la base Éducation Finance, parce que j'ai cette vision de l'éducation. Pour moi, si on veut investir par soi-même, il faut se former. On ne doit pas devenir un pro, mais il faut se former, il faut savoir pourquoi on investit de cette manière, pourquoi pas autrement. Et en fait, ça, c'est ce qui va nous permettre de rester sur le long terme, parce qu'on prend le marché américain, donc entre 2000 et 2012, il a plus ou moins fait zéro. Par contre, de 2012 à 2022, c'était la fête. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, si tu craques en 2011, t'es passé à côté. Donc il faut bien construire son portefeuille, savoir ce qu'on fait, et puis à un moment donné, compter sur le fait que les marchés ils sont plutôt portés est-ce vers c'est juste fini, parce que moi je trouve ça, le fait d'être solide sur ses appuis, si on peut dire ça comme ça, souvent c'est basé, toi tu l'as dit là à l'instant, c'est quand on sait sur quoi on investit et pourquoi on le fait. Tout à l'heure tu as dit si on a un biais d'investir que aux États-Unis, que du S&P 500, et d'essayer de construire le portefeuille le plus neutre possible, déjà ça peut être une bonne base. Mais moi je trouve que après tu rebondiras ou tu détailleras, mais je trouve que mine de rien, quand tu as certaines convictions en investissement, alors si la conviction c'est de dire je pense que le marché américain restera premier en termes de perfo pendant au moins les 10 ans à venir, je pense que c'est pas si dérangeant que ça de faire un focus sur un marché, enfin, en tout cas une géographie pour le coup. Et je pense que c'est ces convictions-là qui te fait tenir en fait. Quand des fois tu as des baisses de moins 20% pendant des années, tu as une conviction que non, ton portefeuille il a été pensé comme ça, ou que tu crois dans cet investissement-là. Et que je trouve qu'au contraire, quand tu es trop neutre sur ton portefeuille, c'est là que peut-être toi tu peux remettre en question en fait tes choix dès que tu vois que tu as l'impression que ça fonctionne pas, et que en plus sur les réseaux tu entends parler de choses qui te font dire que c'est pas bon comme tu fais. Donc je sais pas comment tu en penses, comment est-ce que tu construis tes convictions comme ça fait un peu le lien avec le fait de se connaître en tant qu'investisseur, hein. Mais comment est-ce que toi tu le vois, parce que comme tu as parlé du biais et du portefeuille le plus neutre possible, comment est-ce que tu abordes cette notion quand même de conviction d'investissement qui je trouve est assez importante quand même? Ouais, c'est un bon point, mais je pense qu'en fait ce sont deux types de convictions différentes. En fait, moi ma conviction, je la mets pas dans une zone géographique ou dans un secteur ou dans une thématique, je la mets dans ce que les études financières nous disent du fonctionnement des marchés financiers. Et en fait, moi je dis, explique-moi comment fonctionnent les marchés financiers. Et une fois que tu m'as expliqué, je suis convaincu. Donc ma conviction, je la mets là-dedans. Je la mets dans gestion passive supérieure à gestion active, et pas dans tel pays, tel secteur. Et en fait, je fais la même chose, sauf que je le fais différemment de ce que toi tu dis, qui est une autre option, mais qui du coup automatiquement te met sur la partie gestion active, dont on sait par les études qu'elle est beaucoup plus difficile à en retirer une surperformance. En fait, je suis juste pour finaliser un peu ce point, je pense que c'est surtout que si je comprends bien, ta mission c'est d'essayer d'accompagner des gens à mieux gérer leur argent, sachant que de base ce sont des personnes qui sont à peu près débutantes ou intermédiaires, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, des personnes intermédiaires ou débutantes, la majorité du temps, elles n'ont pas envie de se former des années sur la gestion active. Elles ont envie juste de mieux gérer leur argent. Et du coup, je pense que surtout la gestion passive, c'est super pour eux parce que statistiquement, c'est ce qui est mieux. Et en plus, elles n'ont pas envie, de passer du temps à se former parce que je pense que c'est plus dur de se former dans la gestion active que de la gestion passive. Et donc, je pense qu'en fait, c'est un peu ça. C'est surtout l'audience que tu as. En fait, c'est beaucoup plus adapté à de la gestion passive en général, tout simplement. Et je pense que si on veut aider un maximum de personnes à mieux gérer leur argent, il faut les envoyer vers ce type de
de gestion, mais par contre faire attention que ce soit de la gestion passive avec du rebalancement et ce genre de notion dont tu parles. Parce que des fois on va parler de gestion passive et derrière on va juste dire acheter du S&P 500. Exactement. Et donc ça, pour moi, c'est là le problème. C'est que ta vision de la gestion passive, c'est pas juste ça. C'est une gestion complète 360. En fait, exactement. En fait, c'est ça le truc. Parfois, les gens peuvent avoir tendance à se dire, tiens, je vais gérer passivement, j'achète 1 ou 2 ETF, j'ai l'ETF Monde, le S&P 500 et c'est parti. C'est pas parce qu'on fait de la gestion passive et que c'est plus simple, en théorie, qu'il n'y a pas des règles qui s'appliquent. Exactement. Et donc, effectivement, moi, en fait, l'ETF n'est qu'un moyen. L'ETF, c'est juste un véhicule d'investissement. Et après, c'est à nous de décider ce qu'on fait. Il y a en Europe 3000 ETF qui sont disponibles. 3000. Donc, ça veut dire que, je crois que du S&P 500, il y en a 300 et du Monde, il y en a je ne sais pas combien. Donc, en fait, tu as au moins 2500 ETF qui sont sur autre chose. Soit de l'émergent, soit de la France, soit de l'Europe, soit de la Chine, soit de l'Australie. En fait, on fait quasiment tout ce qu'on veut avec des ETF. Il y a des ETF obligataires, il y a même des ETP pour investir sur les cryptoactifs aujourd'hui. Donc en fait, tu fais quasiment tout ce que tu veux avec les ETF. Ce n'est que ton véhicule. Et après, la question, c'est qu'est-ce que je mets dans mon portefeuille ? Et bien sûr que pour moi, l'ETF Monde, c'est bien, c'est mieux que de rien faire. Oui. Donc c'est important de commencer et d'y aller. Par contre, en termes de gestion des risques, de diversification, pour moi, c'est pas le top, quoi. Ok. Alors, on va peut-être un peu changer du coup de sujet. Moi, j'ai une petite question. Tu as dit que tu avais commencé à investir après l'université, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu aurais une petite anecdote, quelque chose à nous raconter, je sais pas, autour de justement tes premiers investissements, tes erreurs ? Parce que tu parlais d'erreurs. Est-ce que il y a des grosses erreurs, quelque chose qui t'ont marqué, que tu as envie de partager un peu Ouais, ce sont des très bons souvenirs. Non, donc il y avait ce que je disais un petit peu, faire les valorisations dans un fichier Excel, puis après les appliquer pour investir, ça n'a pas trop bien marché. Je me souviens que j'avais cette croyance au début sur les sociétés immobilières cotées. SCPI, non Non, donc des sociétés immobilières donc cotées en bourse, une société cotée en bourse. En anglais, on appelle ça souvent des REITs. Les REITs, ok. En Belgique, on appelle ça des CIR. Donc je sais qu'en France, il y a Mercialis, par exemple. En Europe, il y a Wereldave, notamment, qui est en fait une société d'investissement en immobilier cotée en bourse et qui détenait Wereldave, que j'avais acheté des actions. C'est en fait une société qui investit uniquement dans des centres commerciaux. Et ils avaient des centres commerciaux partout en Europe, des gros trucs, quoi. Gérés professionnellement, des équipes de pros qui s'occupent de tous ces biens-là. Et j'avais un petit peu regardé, il y avait un rendement de dividende, à l'époque je croyais encore au rendement de dividende, qui était genre à 6 ou 7%. Et puis je me dis, ok, c'est de l'immobilier, c'est diversifié, le taux d'occupation il était très élevé, ce sont des shopping centers où les taux d'occupation sont très élevés. Je dis le dividende est bon, la valo ça a l'air d'aller, je regarde un peu le graphique, tu achètes un peu sur un point bas, bon, le classique. Et en fait, je sais pas combien j'ai perdu en pourcentage, mais c'était pas du tout ce qui était prévu, en tout cas, ça c'est sûr. Et vraiment, je crois que c'est une action qui doit avoir perdu au moins 60%, au moins. Et pourtant, c'est de l'immobilier, c'est diversifié, il y a des loyers qui sont contractuels avec des grosses boîtes, des Zara, des Carrefour, tout ce qu'on veut. Et pourtant, on prend du moins 60%. Et clairement, on l'a vu lorsque les taux ont remonté en 2021-2022, toutes les sociétés immobilières cotées, elles se sont ramassées des moins 50, moins 60%. Et pourtant, il y a un peu cette idée c'est de l'immobilier, c'est plus stable, ce qui n'est pas faux en soi ou en apparence, mais en fait, ça fait partie des apprentissages. Société immobilière cotée en bourse, en fait, on pourrait croire que c'est plus stable, mais les statistiques montrent qu'en fait, c'est plus volatile que la moyenne du marché. Et en termes de performance, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça surperforme, d'autres pas. Mais de manière globale, il ne semble pas qu'il y ait de surperformance alors qu'il y a plus de volatilité. Ce qui me fait dire que ce n'est pas spécialement un bon investissement. Ok, donc tu avais une grosse partie de ton capital qui était sur ça Sur ce que j'ai mis en bourse. Okay. Ça restait des sommes très raisonnables, mais je me souviens, parce que en fait, surtout, je me souviens, on parlait de conviction, je me souviens de ma conviction. Ouais. Je me suis dit, c'est super, ouais, c'est bon. Même si je revends au même prix, je prends le rendement de dividende, c'est bon. Et en fait, c'est bien de gagner du 6% par an, mais quand tu perds 50% en 2 ans, tu es toujours en négatif. Hein. Okay. Clairement. C'est vrai, ça. Le calcul est vite fait. Ouais, c'est ce que j'ai vécu. En fait. Et est-ce que tu aurais une anecdote, parce que du coup, tu as connu aussi le côté professionnel. Ouais. Est-ce que tu aurais une anecdote
à partager. Nous, ce qu'on aime bien aussi mettre en avant, c'est cette différence en fait de vision qu'il y a entre nous, le côté investissement qu'on a en tant que particulier, et comment est-ce que c'est vu par contre côté professionnel. Du coup, est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose qui montre, ou qui, en tout cas, qui t'a fait réaliser que ce décalage en fait qu'il y a entre ce monde professionnel qui peut ne pas forcément être adapté à un particulier qu'aujourd'hui toi tu fréquentes. Est-ce que tu aurais je sais pas, un moment où tu as eu un peu ce déclic-là, ou une anecdote où tu as été confronté en fait qui t'a marqué, quoi? Au niveau des placements, pas tellement. Parce qu'en fait, ce que fait un professionnel, on peut le faire en tant que particulier. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a, notamment les ETF, tu peux faire le portefeuille que ton banquier va te faire, tu peux le faire, si tu as les connaissances. Oui. Donc en fait, c'est juste une question de connaissances. Mais en soi, le particulier pourrait le faire. C'est un peu un biais vers trop d'actions. Par exemple, typiquement, je remarque que les particuliers ont beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des obligations. Alors qu'en fait, en soi, une obligation, c'est plus simple qu'une action. Oui. Mais comme on n'en parle jamais, les gens ont plus de mal à comprendre. Alors qu'en fait, c'est un produit simple. Donc ça, c'est un petit peu des différences. Donc on voit assez peu d'obligations dans le portefeuille des gens, naturellement. Alors que dans le milieu professionnel, tu as tendance à avoir quand même une proportion certaine d'obligations. Donc au niveau placement, c'est un petit peu ça la différence. Mais moi, donc quand je travaillais en banque privée, j'ai notamment travaillé dans le département des crédits. Ouais. Et là, il y a peut-être un ou deux trucs que je peux partager pour sortir de la partie investissement en bourse, mais qui est très intéressant parce qu'en fait, du coup, ça te donne un point de vue de banquier et crédit, en l'occurrence. Et en fait, par exemple, il y a des choses que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, même en travaillant là. C'est typiquement, et il y a sans doute des exemples qui vous viendront en tête, quand vous avez quelqu'un qui va demander un crédit, mais qui va te donner une garantie qui est soit immobilière, soit un peu atypique. Typiquement, moi je me souviens, on avait comme ça un crédit et on avait en garantie un château. Donc une espèce d'hypothèque sur château, de mémoire, hypothèque et mandat hypothécaire sur château. Et le château était valorisé genre à 3 fois le montant du crédit. D'accord. Tu te dis, tu prêtes 1 million, ça vaut 3 millions de château. Et en fait, je me souviens que en tant que banquier, on avait vraiment, à un moment donné, mis une certaine pression pour être remboursé de ce crédit. Alors qu'en fait, du point de vue du client, il disait, mais je ne comprends pas, en fait, je paye des intérêts, vous avez un gage, une sûreté qui vaut 3 fois le montant que vous m'avez prêté, où est le problème? Le jour où je ne rembourse pas, vous vendez le château, c'est fini. Et c'est un point de vue qui est compréhensible et qui est commun. Et en fait, moi-même, ça a mis du temps à comprendre, parce que moi, je me disais, mais nous, c'est top. Il paye des intérêts sur 1 million, pourquoi on veut qu'il rembourse? On paiera des intérêts sur moins, donc on gagnera moins. Et en fait, il faut vraiment, je dirais, comprendre que les banques ne sont pas là pour prendre du risque, à la base. Elles sont là juste pour être un intermédiaire entre ceux qui ont des liquidités excédentaires et qui les laissent sur leur compte, et ceux qui ont besoin de liquidités pour faire un projet. Ouais. Et donc, il fait juste, je prends d'un côté, je prête à l'autre. Et donc, quand on travaille dans un département crédit, nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est devoir réaliser la sûreté. Parce que cette sûreté, déjà, si on la réalise, le client va pas être content. Parce qu'il va toujours vous dire que oui, mais le prix va remonter, j'allais rembourser, je vous ai dit que ma sœur allait me prêter de l'argent, vous attendez pas. Donc, en gros, le client va pas être content. Ce client, il est souvent client d'autres départements de la banque. Donc, il va mettre la pression sur nos collègues qui vont venir la mettre sur nous en disant « Ouais, mais on a du business avec tel client. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose au niveau du crédit ?» Et puis surtout, en fait, en tant que employé d'un département de crédit, ton métier, c'est de prêter et d'être remboursé. C'est pas de vendre des châteaux ou de vendre des appartements à Ibiza. Donc, en fait, c'est pas mon métier, moi, ni d'être en contact avec des avocats qui vont s'en occuper, envoyer des lettres, je vais devoir relire la lettre. Pendant que je fais tout ça, je fais pas du crédit, en fait. Ouais. Et donc, en fait, même quand un banquier a une bonne garantie, il voudra toujours que vous le remboursiez, parce que c'est votre rôle en tant qu'emprunteur de rembourser. Okay. C'est pas le sien. Les seuls cas où il y a un peu plus de flexibilité, c'est si vraiment l'actif est très facilement vendable, comme par exemple dans des crédits lombards, c'est ça que j'allais où parler tu as de un ça. portefeuille titre et où tu vends sur un claquement de doigts. Mais même là, tu as toujours la pression interne et du client de dire « vendez pas, je vais trouver une solution », etc. Et si tu es amené à vendre le portefeuille, tu peux aussi perdre le client, qui parfois est client avec sa société ou sur d'autres
d'autres business avec la banque. Donc, si je résume, parce que moi, j'ai clairement un peu cette croyance que, surtout que j'aime beaucoup l'esprit un peu du crédit lombard, cette possibilité de poser un collatéral en action ou en portefeuille. Ouais. Mais du coup, la banque, ce qu'elle va regarder avant tout, c'est le revenu récurrent et le statut de la personne. Enfin, en fait, ouais. C'est ça le plus important. Peu importe si on a une super garantie. Donc voilà, est-ce que tu pourrais donner justement quelques tips? Quelles sont les bonnes choses à respecter pour avoir son crédit, en fait? En fait, moi je me souviens qu'on disait en comité crédit, on doit juger la demande de crédit indépendamment de la garantie. Donc en fait, on doit quelque part se dire, est-ce que je prêterais à cette personne ou à cette société s'il ne me donnait pas la garantie? Comme ça, on n'est pas à nouveau biaisé par l'idée de dire, ah ouais, mais il y a un truc qui vaut 3 fois le prix qu'on pourra vendre. Non, parce que nous, on ne veut pas la vendre. On ne veut pas vendre cet actif. Donc en fait, on veut que l'emprunteur puisse nous rembourser sur mérite propre, comme on dit. C'est-à-dire, est-ce que par ses revenus professionnels, son chiffre d'affaires, etc., il parvient à nous rembourser par lui-même, de manière évidemment étalée dans le temps, et alors là, à voir sur quelle durée est acceptable. Parce qu'à la limite, sur 100 ans, tout le monde peut tout rembourser. Mais on va essayer de mettre un délai qui est acceptable pour tout le monde et qui permette à la banque d'être remboursée dans un délai où la banque pense avoir une certaine visibilité. Et donc, c'est un petit peu ça l'idée. La garantie, elle joue, mais un bon dossier crédit, c'est un dossier que tu ferais sans garantie, en fait. Ok. C'est en fait ça le truc. Ok. Donc, le plus important, c'est le PERS. Combien tu gagnes. Exactement, combien tu gagnes, quelles sont tes perspectives, est-ce que tu as un carnet de commandes qui est bien rempli, est-ce que tu as déjà de l'endettement par ailleurs, est-ce que tu as un historique de défaut ou pas, tout ça joue, et après tu prends une garantie en plus, juste au cas où. Ok. Ça, le truc. Et dans un autre registre, mais est-ce que est-ce que c'est je vais parler de compétences, mais est-ce que toi tu as un avis sur la façon dont les crédits étatiques sont gérés aujourd'hui? Donc, prendre l'exemple de la dette française, peut-être qu'on connaît bien, ou peut-être en Belgique, c'est ça que je connais pas assez, je sais pas si c'est la même chose. C'est quoi ta position par rapport à ça? Comment tu le vois? Parce que je sais qu'il y a un peu deux écoles, hein. Il y a des gens qui disent de toute façon, ça sera jamais remboursé. On roule la dette parce que voilà, c'est fait comme ça. Et puis il y a des gens qui disent c'est pas sain parce que il y a les intérêts de la dette qui augmentent et que nous pour le coup en France on est en déficit, donc compliqué d'avoir une garantie et de continuer à prêter normalement. Mais quel est ton point de vue par rapport à ça? Comment est-ce que tu le vois? Sur la dette des États, de toute façon, il faut observer qu'avant même de parler de la dette, tu regardes le déficit, ça fait 20 ou 30 ans que quasiment tous les pays d'Europe, à quelques exceptions près, sont en déficit tous les ans. Donc déjà, c'est pas sain. C'est comme si tous les mois, tu dépensais plus que ce que tu gagnais. Clairement. Tu vois, à un moment donné, tu devras quand même te dire, est-ce que je ne ferai pas une meilleure gestion, ou je dépenserai moins, ou je gagnerai plus. Et après, est-ce que c'est pas relié au fait aussi que nous, en tant que personne, quand on va emprunter à la banque, on sait que, il y a un jour où on va bien mourir. Comme tu dis, tout le monde peut emprunter sur 100 ans, mais en réalité, on ne peut pas. Ouais. Parce que, voilà. Et puis d'ailleurs, je crois que ça se fait que quand tu as un certain âge et que tu empruntes certains montants, des fois, la banque te demande de faire des tests médicaux pour s'assurer que tu es en bonne santé, il me semble, si je dis pas de bêtises. À nouveau, parce que la banque veut que ce soit toi qui rembourse. Oui. Elle n'a pas envie de dire, moi j'arrive dans une succession et il faudra 6 mois pour que je sois remboursé. Mais du coup, dans le cas d'un État, en quelque sorte, l'État ne peut pas mourir. Souvent. Donc, non, et en plus il a plus ou moins une planche à billets à disposition. Oui, ça c'est bien sûr, mais du coup la philosophie d'avoir une dette que tu rembourses jamais, comment est-ce que... Parce que oui, le déficit, c'est sûr que n'importe quelle personne, nous si on était en déficit tous les mois, si tu es en négatif tous les mois sur ton compte, personne ne te prête de l'argent. Ouais. Et comment ça se fait qu'un État peut le faire? Il a une limite, c'est juste que parfois on ne la connaît pas encore. Mais tu regardes, la Grèce a connu sa limite. Le Royaume-Uni, Venezuela. Ouais, le Royaume-Uni, même il y a 2 ans, ils ont eu un gros stress sur leur dette parce que je sais plus, il y avait une nouvelle première ministre qui avait des plans au niveau budgétaire qui étaient beaucoup trop laxistes et du coup le marché n'a pas apprécié. Donc moi je pense qu'il y a des limites à l'endettement des États. On a l'impression que ça tient, mais viendra un jour où il va se passer quelque chose. Donc moi je pense que de mon vivant, je connaîtrai une crise de la dette des États.
Je ne sais pas où elle commencera, je ne sais pas où elle terminera, mais... Surtout que, bon après on va pas, parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois, mais le problème il est surtout sur 1 euro emprunté. Aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qui sort derrière? C'est un peu aussi le manque de création de valeur entre l'euro emprunté et qu'est-ce qui ressort derrière. Et certes, il y a des secteurs dans lesquels on dépense de l'argent et la valeur créée est très difficile à mesurer, l'éducation, ce genre de choses. Mais malgré tout, quand on compare au PIB privé, on a presque aucune création de valeur entre le 1 euro emprunté et le 1 euro ressorti. Et souvent, on oublie ça avec le PIB public, qui est malgré tout déjà pas, on va dire, en bénéfice, mais qui en réalité ne représente pas la création de valeur. Donc pour moi, voilà. Complètement. Si tu empruntes pour faire quelque chose qui n'est pas rentable, que ce soit public ou privé, c'est pas une très très bonne idée. Et après, si tu es en déficit depuis 20 ou 30 ans, c'est que quelque part, tout ce que tu fais en termes d'État n'est pas suffisamment rentable. Tu peux emprunter temporairement pour lancer des investissements, stimuler la croissance et puis après en retirer les bénéfices. Mais ici, on a l'impression que s'il y a des bénéfices, ils sont toujours inférieurs au coût. Ouais. Mais du coup, dans un monde où on pense qu'il va y avoir une crise de l'endettement des États, comment est-ce que nous, en tant que particuliers, on se protège? Donc, ça peut être au quotidien, mais on peut surtout parler de portefeuille d'investissement. Comment, si on est convaincu de ça et qu'on sait que c'est un danger qui plane, on pense que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, comment est-ce qu'on se protège, nous, sur notre portefeuille, pour peut-être anticiper ou encaisser ce genre de crise? Il y a plusieurs moyens. Déjà, il faut savoir si c'est ton État qui va être vraiment concerné par la crise de dette d'État. Donc, tu as des États qui sont quand même beaucoup plus endettés que d'autres. Mais c'est sûr que si tu es résident et national d'un pays qui a une dette trop élevée et qui va subir une crise de dette d'État, tu vas avoir des problèmes à bien des niveaux en fait, à gérer. Parce que tu peux même avoir des dépossessions. Il y a toute une série de trucs qui ont lieu justement sur les monnaies actuellement qui sont à la fois intéressants et interpellants. On peut te forcer à utiliser ton argent, à le faire circuler par exemple. Donc il y a cette notion de monnaie avec une date d'expiration. Avec les CBDC. On n'a jamais pensé, mais en fait c'est pas que ça fait froid dans le dos, mais tu dis ok, ça change quand même complètement la donne, quoi. Avec les CBDC, ils pourraient peut-être faire ça. Complètement. Voilà. Donc ils ont plus de contrôle, donc quelque part, si c'est ton État qui est en difficulté, il peut se passer plein de choses. Ce que tu peux faire en tout cas, c'est comme tous les risques que tu as en placement, c'est diversifier. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de gérer les risques que de diversifier. Tu as deux options, c'est soit de la gestion active, donc genre tu mets plus sur un pays ou une monnaie que tu penses être plus solide, soit tu diversifies. Moi, j'opte pour la diversification, et donc ça peut notamment se faire par une diversification monétaire. Parce que, tu as les États-Unis qui sont à 110% de dette sur PIB, la France aussi 110, 120, Belgique même chose à 100%, Japon à 200, 220, mais tu as la Suisse qui est à 40. Peut-être que tu as envie d'avoir du franc suisse un peu plus que de l'euro et du dollar, parce que tu as une banque suisse qui est plus costaude et une société, une économie suisse qui est très très forte et beaucoup moins endettée. Et en fait, tu peux avoir accès au franc suisse facilement aujourd'hui. Donc en fait, ce sont des idées, mais alors ça te permet de te diversifier sur d'autres monnaies, parce qu'à mon avis, si tu as un problème de dette d'État, évidemment, si tu as des dettes d'État dans ton portefeuille, c'est pas fou, mais en plus, la conséquence, je pense qu'elle peut se faire sur les monnaies, parce qu'en fait, ces dettes d'État, elles grandissent aussi parce qu'on imprime de la monnaie. Et au plus tu imprimes, au plus à un moment donné, tu t'approches du niveau où tu vas décrédibiliser ta monnaie. Parce qu'à un moment donné, on va te regarder en disant « Ouais, en fait, dès que tu n'as pas d'argent, tu t'imprimes, en fait. » Donc, il vaut quoi ton bout de papier? Et donc, tu décrédibilises, et c'est là que des monnaies plus fortes ou des monnaies alternatives commencent à rentrer dans la global picture pour voir quelles sont les solutions pour se diversifier. Et côté actif, parce que donc ça, c'est pour la monnaie, mais du coup, côté actif, tu as un peu évoqué le fait d'avoir des obligations d'État, qui n'est peut-être pas judicieux lorsqu'on aborde ce sujet-là. Est-ce qu'il y a d'autres actifs que tu as en tête qui, si demain il y a une crise de cet ordre-là, des actifs qui seraient certainement plus touchés ou d'autres qui seraient un peu plus des refuges par rapport à ça, parce que certes notre patrimoine ou notre portefeuille on le valorise dans une certaine monnaie,
mais en réalité, c'est des actifs qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a des actifs sur lesquels on peut peut-être plus jouer pour anticiper ou éviter des crises? De toute façon, à nouveau diversification, parce que tu ne sais pas exactement quel type de crise tu vas avoir. Oui. On peut tout de suite penser à genre de l'or, typiquement, et de l'or qui est plutôt décorrélé des marchés actions. Tu as les obligations d'État, mais tu as des obligations d'entreprise. Tu peux aller sur des obligations d'entreprise. Ces entreprises, elles sont actives dans le monde entier. Donc, si ta crise est plutôt localisée, elle va continuer quand même à payer les intérêts et rembourser le capital. Donc, en fait, c'est par la diversification sur ce genre de classe d'actifs-là. Mais il ne faut pas tomber, par exemple, dans des analyses qui te feraient dire, par exemple, les actions européennes, je les vends parce que s'il y a une crise de dette d'État en Europe, elles vont souffrir, etc. Surtout que... À nouveau, ça c'est un peu la distinction gestion active, gestion passive. Moi, je rentre pas trop là-dedans. On peut faire des discours très savants. Il y a des gens qui font très bien ça et qui donnent l'impression de savoir exactement ce qu'il faudrait faire. Moi, je crois qu'on ne sait pas trop. Je crois qu'il faut juste être dans la diversification, dans le bon sens. Et si tu penses que c'est un problème de dette d'État, ne mets pas tout en dette d'État dans ta partie obligataire. Et si tu penses que ça va affecter des monnaies, demande-toi à quelle monnaie t'es exposé. En fait, c'est juste du bon sens. Nous, ce qu'on aime bien faire, en tout cas, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'essayer d'avoir un peu ces classes d'actifs-là. Enfin, si je résume, il y a les monnaies, les obligations d'État, les actions et ce qu'on appelle un peu valeur de rareté. Donc, ça peut être l'or, les métaux précieux, ou ça peut être de l'immobilier un peu cher. Des fois, ça peut jouer du bitcoin d'une certaine manière. Du bitcoin, ça peut jouer aussi un peu. Et ce qu'on aime faire, c'est quand même se poser les bonnes questions, en tout cas, s'aligner un peu sur nos convictions pour éliminer peut-être une, voire deux classes d'actifs. Donc là, si on reste sur l'exemple d'une crise de la dette, ça serait de ne pas prendre d'obligations de l'État, techniquement, ou en très faible quantité. Et même la monnaie aussi du pays, tout simplement. Oui, et prendre une monnaie, certainement, si on a un matas de sécurité, peut-être pas le laisser en euros, mais le laisser en francs suisses. Et après, moi, la notion que tu as un peu évoquée tout à l'heure, c'est le rebalancement, qui, je trouve, joue son rôle là-dedans, parce que tu vas être constamment, en fait, en train d'adapter ton portefeuille. Ton portefeuille va vraiment suivre ces évolutions macroéconomiques. Et si demain, il se passe une crise et que tu le verras en fait sur ton portefeuille, qu'est-ce qui baisse, avec ce mécanisme de rebalancing, normalement, tu es un peu en constante adaptation en quelque sorte. C'est du passif actif. Moi, je trouve que c'est quand même... après le rebalancement, tu l'effectues pas toutes les semaines, c'est pas le but. Mais je pense que c'est un mécanisme qui est peu connu en réalité. On en entend quand même... on n'entend pas grand monde qui prône en tout cas ce mécanisme-là, mais que je trouve hyper intéressant pour faire ce passif et en même temps d'être toujours un peu en fait, de fait, il est un peu contracyclique parce qu'en fait, le rebalancing, ça consiste en quoi? C'est quand il y a un actif qui a très fort monté, on le vend pour racheter un actif qui a plutôt baissé ou qui est resté stable, pour garder tes proportions. Donc tu vas plutôt vendre ce qui a très bien performé et plutôt acheter ce qui a moins bien performé. Donc dans ce sens-là, si tu es dans une crise, par exemple, ça voudrait dire qu'a priori, tu vas vendre des actions pour acheter des obligations d'État au milieu d'une crise d'État. Oui. C'est un peu ça, puisque tu as tes obligations d'État qui vont perdre en valeur. Et donc à ce moment-là, la question est de savoir est-ce que cet actif était pertinent dans ton portefeuille initial. Et c'est pour ça que la construction du portefeuille, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je suis actif. Je suis actif dans la construction. Au moment où je construis mon portefeuille, je me pose plein de questions. Et donc des questions comme celle-ci, crise d'État, possible, pas possible, j'en tiens compte dans la construction de mon portefeuille à la base. Plutôt que d'en tenir compte après, une fois que je suis dans la tempête et que j'en avais mis. Bien sûr. Donc en fait, toutes ces questions-là, elles se font à l'instant T0, au moment où tu construis ton portefeuille, sauf si tu as vraiment un truc, genre, prenons par exemple Bitcoin. Bitcoin apparaît, ça n'existait pas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, de fait, si tu avais construit ton portefeuille, tu n'aurais pas mis du Bitcoin, parce que ça n'existait pas. Oui. Par contre, peut-être qu'après 5 ou 10 ans de Bitcoin, tu te dis, tiens, je mettrais bien 2%, 3%, 4%. Du coup, là, en fait, tu as une nouvelle classe d'actifs qui est apparue, que tu peux intégrer. Ce sont des cas vraiment exceptionnels. Je n'ai pas d'autres cas qui me viennent en tête. Alors, j'aimerais juste clôturer sur un sujet qui peut être très intéressant, parce qu'on n'a pas souvent quelqu'un qui vient d'un autre pays et du coup qui a des règles fiscales différentes. C'est que en France, on a du coup énormément de véhicules financiers d'investissement, donc assurance vie, PER, PEA.
Et du coup, on en arrive presque à avoir une expertise dans l'optimisation fiscale et l'optimisation des frais, plus qu'une expertise dans le rendement et la construction du portefeuille. Et du coup, je sais qu'en Belgique, tu vas peut-être un peu nous en expliquer, mais que c'est plus simple, il y a moins de véhicules financiers, peut-être. Et du coup, on se concentre vraiment sur le rendement. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, sur la complexité de ces différents véhicules en France et savoir comment ça fonctionne en Belgique. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à aussi remettre en question peut-être sur tout ça. Ouais, non, très intéressant parce qu'effectivement, je remarque la différence déjà de fonctionnement. Effectivement, c'est beaucoup plus complexe en France qu'en Belgique. En Belgique, tu ouvres un compte titre, tu investis et c'est plus ou moins fini. En France, effectivement, il y a une multiplication d'enveloppes et on peut s'y perdre, clairement. De manière générale, moi, je pense que tout ce qui est optimisation fiscale, c'est surcoté. C'est-à-dire que les gens, en fait, s'emballent beaucoup à vouloir améliorer la fiscalité, alors qu'en fait, déjà, il y a pas mal de pièges. C'est-à-dire qu'il y a des enveloppes fiscales qui te donnent un avantage fiscal, mais qui en même temps t'obligent à passer soit dans des types de fonds qui sont chers, soit à payer des frais annuels que tu n'aurais pas sur un compte titre, qui fait qu'en fait tu gommes l'avantage fiscal par les frais. Même en Belgique, il y a ça sur ce qu'on appelle l'épargne pension, et en France, vous avez ça, typiquement, tu as une assurance vie avec 1% de frais, pour moi, tu as zéro avantage fiscal sur ton assurance vie, de ton vivant. Après, tu as l'avantage successoral, mais l'avantage fiscal de ton vivant, il est complètement mangé par les frais. Si tu as un mauvais PER, c'est peut-être le cas aussi. Le PEA, par contre, a priori, c'est OK, parce que justement, tu n'as pas ces frais annuels. Et donc, en fait, il faut toujours faire attention aux frais que tu vas aller payer pour bénéficier de l'avantage fiscal, parce que souvent, les frais viennent l'annuler. En Belgique, c'est beaucoup plus simple. Donc, on ouvre un compte titre, on a zéro frais, et on achète. Et donc, effectivement, on peut plus se concentrer sur le portefeuille et on a accès à tous les actifs. Tandis que sur un PEA, tu as les actions disponibles, tu as des restrictions sur les actions européennes, etc. Et les comptes titres, tu les ouvres en banque, du coup ? Tu les ouvres soit auprès d'une banque, mais du coup, comme en France, plus cher sur les frais, soit tu prends des acteurs belges ou internationaux, tu peux avoir du Trade Republic, du De Giro, du Saxo, et tu ouvres ton compte sans problème. Et en fait, le débat que j'aimerais bien avoir, c'est vraiment ce côté, est-ce que du coup, cette complexité de toutes ces enveloppes ne rend pas justement l'accès à l'éducation financière ou l'accès justement à l'investissement un peu plus compliqué ? Je dis pas qu'elle est voulue ou qu'elle est faite de manière volontaire, mais je trouve que du coup, vu que ça complexifie parce qu'on n'est plus en train de se demander sur quoi j'investis, on se demande les frais, la fiscalité, et je voulais savoir un peu si toi tu trouves que ça fait un frein, et du coup est-ce qu'en Belgique il y a une différence ou pas, Instinctivement ça fait un frein, ça c'est sûr. Au plus tu as un milieu qui est complexe, au plus il fait peur aux gens et ils disent bon, je comprends pas, ou je mets plus de temps à comprendre, du coup je perds du temps. Par contre, dans la pratique, je suis pas sûr que les Belges soient plus investisseurs que les Français, et que le niveau de connaissance soit meilleur, ça je pense pas. Par contre, en fait, quelque part, il y a la même volonté d'investir pour le même pourcentage de la population. Par contre, la probabilité de commettre des erreurs, elle est peut-être plus élevée en France. Parce que tu ouvres un mauvais contrat d'assurance vie, ou ce genre de choses-là. Tu as très peu d'actifs, tu n'as pas les bons, ça coûte cher, tu as des frais d'arbitrage, des trucs. Bon. Donc, ça pénalise plutôt en France, effectivement, mais en termes de connaissances, je dirais que c'est un peu la même chose. Et donc voilà, je pense que c'est grosso modo on est mangé à la même sauce. Il y a la fiscalité qui est différente aussi. En fait, la fiscalité est beaucoup plus simple et légère en Belgique, et en fait, je me suis déjà dit, en France, plutôt que d'avoir une flat tax à 30, tu la mets à... Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez une flat tax à 30, et puis vous avez un PEA pour le baisser à 17,20. Et puis vous avez une assurance vie ou sur les retraits après 8 ans, etc., aussi à 17,20, pardon. Et donc en fait, pourquoi tu ne mettrais pas tout de suite à 20% par exemple, ou à 22%? Tu fais un taux unique, tu oublies tout ce qui est PEA et compagnie, et tu dis aux gens, c'est 22 sur les actions que tu achètes et tu n'as pas besoin de PEA. En fait, tu simplifierais tout le truc, et tu fais une espèce de taux unique beaucoup plus compréhensible. Et toute l'usine à gaz que tu as autour de ça, elle est beaucoup moins nécessaire, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est peut-être voulu, hein, finalement, parce que là où il y a des frais, il y a des gens derrière qui se servent, et plus il y a de couches, plus il y a de gens qui se servent. Et... C'est sûr qu'en Belgique, il doit y avoir beaucoup moins d'experts dans ce... Enfin, en France, on a vraiment un expert pour chaque type d'enveloppe. Moi, je connais des gens qui proposent que des assurances vie ou que des PER, alors que ça paraît un peu bizarre parce que tu peux pas proposer un PER à tout le monde, tu peux pas proposer une assurance vie à tout le monde. Ouais, donc, tout à fait. Ça peut évidemment créer des conflits d'intérêts, ou pas avoir le meilleur conseil. Donc je pense que ça s'est fait sans doute naturellement au fil du temps. Donc je dirais pas que c'était volontaire en soi, mais c'est sûr que... Mais en fait, l'État a toujours besoin de l'industrie financière pour s'appuyer et pour pouvoir contrôler que les réductions fiscales soient bien données aux bonnes personnes, qui ont bien respecté les règles. Et inévitablement, ces institutions financières, derrière, elles doivent gagner leur vie. Et elles sont impliquées et elles en profitent aussi pour placer leurs produits. Donc c'est un petit peu l'effet pervers, et même en Belgique on a ça sur l'épargne pension. C'est une sorte de PER en fait, c'est comme le PER. Et moi j'ai eu une épargne pension pendant quelques années, je l'ai arrêtée, le banquier m'a regardé un peu genre ok, mais t'as un avantage fiscal. Et en fait le truc c'est que ouais, j'ai un avantage fiscal, mais je suis dans des SICAV d'investissement à 2% l'an. Donc moi je préfère récupérer ma liberté et acheter des ETF qui me coûtent 0,20. Et j'ai pas d'avantage fiscal, mais quelque part, quand tu fais le calcul, tu comprends qu'il n'y en avait de toute façon pas. Ouais, t'es gagnant. J'ai une petite question pour finir. Est-ce qu'il y a une retraite par capitalisation en Belgique, ou parce que tu parles d'épargne pension, ou c'est un truc qui vient s'ajouter à la retraite Ça vient... Bon, tu as plusieurs piliers en fait. Donc tu as le pilier dont l'État s'occupe, il te donne ta retraite. Donc ça ressemble à la Suisse. Et puis tu as un deuxième pilier qui est généralement par ton employeur, qui en fait... te prendre ton salaire brut tous les mois pour mettre dans un fonds de pension. Et puis, tu as le troisième pilier, je pense que ça c'est ce que le particulier fait directement, typiquement par le fonds d'épargne pension que je mentionnais, ou par ses investissements en direct. Donc, tu as les trois piliers, État, via ton employeur, et ce que tu fais par toi-même. Mais du coup, ça veut dire que le dernier pilier, qui est donc fait par toi-même, oblige un peu les gens quand même à investir leur argent d'une certaine manière, non ? Ah oui, ça c'est la partie dont tu t'occupes. Donc évidemment, et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça c'est un peu différent avec la France. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un cadre. Enfin, le pilier, c'est soit tu le décides de le faire ou tu le fais pas. Oui, mais c'est la même chose. Le PER, par exemple, voilà, ce serait le troisième pilier. Tu peux décider de ne pas ouvrir de PER. Ici, en fait, en Belgique, c'est la même chose. Tu as ton épargne pension ou pas. Tu investis ou pas. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Et la petite différence, c'est que tu n'es pas imposé après sur tes plus-values aussi. Dans quelle enveloppe ? Sur le compte titre en Belgique. En Belgique, aujourd'hui, tu n'as pas de taxe sur les plus-values sur actions ou sur ETF d'actions. Tu as une taxe sur les obligations. Mais comme on a besoin d'argent aussi, je pense que ça va bientôt ça va changer. venir. Donc je pense que ça va passer à 10%. Ils sont en discussion, donc ça va finir par tomber. Mais ça ne doit pas changer la manière d'investir qu'ont les gens. C'est pour ça que la fiscalité, pour moi, c'est toujours ça ne doit pas être un critère de départ. C'est d'abord, je sais dans quoi j'investis, pourquoi, à quel montant. Et après, si je peux optimiser la fiscalité, je le fais. Mais voilà, pour un Belge, investir avec 0 ou 10% de taxe sur la plus-value, tu vas investir exactement de la même manière. Est-ce que tu connais l'évolution de la flat tax française sur les années ? Je crois qu'elle était beaucoup plus élevée avant. Non, beaucoup plus faible. Elle était plus faible. Ah oui, pardon, elle a monté comme ça. Oui. Ok. Je n'ai pas les chiffres exacts, hein, c'est approximatif. Parce qu'en fait, la flat tax, il y a deux parties. Alors j'ai plus prélèvements sociaux et impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu, voilà. Et en fait, avant, il y avait que l'impôt sur le revenu. Je crois que tu remontes dans les années 2000. Du coup, il y avait que les impôts sur le revenu, qui étaient d'ailleurs un peu plus faibles, je crois. Mais c'est quelque chose. La flat tax, finalement, il y a ne serait-ce que 20 ans, on était peut-être à 5 ou 6%, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ça a vachement évolué, et c'est surtout les prélèvements sociaux aujourd'hui qui montent. Qui devait être temporaire, c'est pas cette histoire. Oui, c'est aussi c'est l'impôt sur le revenu de base qui devait être temporaire à l'époque. Il joue un peu avec. Ça c'est souvent, enfin, c'est toujours on en met un impôt temporaire et puis après voilà. Ça devient définitif. Bon, et merci beaucoup pour cette heure. Ouais, merci. Très cool de te recevoir. Où est-ce que du coup on peut retrouver sur ta chaîne, c'est ça, comment elle s'appelle juste tout à fait. C'est chaîne YouTube Éducation Finance. Et puis j'ai un site internet aussi éducationfinance.eu, mais souvent les gens me découvrent via YouTube, donc. Très bien. Éducation Finance. On mettra ça dans la description.
très gentil. Merci pour votre invitation en tout cas, Ouais. c'était très sympa. Bah ouais. Merci en tout cas, à une prochaine. Merci de nous avoir écoutés. À plus. Salut.